BFM Business, le club du droit, présenté par Laure Closier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau club du droit. Aujourd'hui, on va parler de famille et de protection. Le confinement a-t-il été propice à certaines réflexions sur le plan patrimonial, sur le plan de la famille? Est-ce qu'il a fait naître un besoin plus fort de protection des siens? On va en parler avec Nathalie Cousigou-Suas. Elle est notaire à Paris et habituée de cette émission. On répondra ensuite à toutes vos questions, les questions que vous nous envoyez sur clubdudroit@bfmbusiness.fr. Le club du droit, c'est parti. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Nathalie Cousigou-Suas, bonjour, notaire à Paris. C'est la première fois que vous revenez depuis qu'on a dû arrêter ces émissions. Un notaire confiné, ça continue de travailler, nous disent un de vos collègues. Bien sûr, plus que jamais. C'est-à-dire qu'après les premières minutes d'hébétement, le notariat a mis en place le travail à distance, c'est-à-dire qu'on n'avait plus le droit de recevoir de la clientèle. Donc la plupart de mes confrères, avec mes confrères, on a organisé, nos instances ont organisé un système de télétravail. Donc pour beaucoup, le personnel a continué à travailler pour être opérationnel et répondre aux coups de fil. Mais on ne recevait plus l'or. Alors par exemple qu'au Québec, les notaires recevaient du monde. Et en France, on n'avait plus le droit de recevoir physiquement les clients, sauf qu'il a été mis au point depuis de nombreuses années par nos instances. Signer des transactions. On pouvait signer des transactions et on pouvait faire ça aussi à distance, c'est-à-dire par une procédure tout à fait sécurisée, impossible à crypter. On a pu faire des signatures à distance, c'est-à-dire que les gens, la sécurité juridique était respectée, les gens avaient leur notaire en face d'eux et force est de constater que ça s'est bien passé. Donc il n'y a pas eu d'arrêt brutal de l'ensemble des opérations au 17 mars. Un petit peu. Et pourquoi alors? Ce qu'on comprend tout à fait, parce qu'en fait, le notaire, ce n'est qu'un maillon dans la chaîne économique. On est tous interdépendants les uns des autres. Quand on vend un appartement, il faut déménager. Les déménageurs n'avaient pas le droit très restrictivement de déménager. Donc, bien évidemment, tout ça, ça a été ralenti. Mais les collectivités ont essayé de jouer le jeu. Par exemple, vous savez que quand on fait une vente, il y a des documents qui dépendent des collectivités locales. La mairie a le droit de préempter. Les mairies ont essayé justement de jouer le jeu pour que ça soit leurs documents soient délivrés rapidement. Donc toute la chaîne a essayé de mettre du lien. Alors maintenant qu'on reprend une activité quasiment normale, est-ce qu'il va y avoir une explosion des transactions? On a parlé immobilier dans un club du droit il y a 15 jours, mais là, est-ce que sur le plan familial, personnel, il y a eu des réflexions peut-être? Le confinement est-il propice à des réflexions familiales sur le patrimoine, la protection? Oui, moi j'ai eu beaucoup d'appels. Alors déjà, ce qu'on a pu constater, c'est qu'à être confiné chez soi, beaucoup de gens se sont rendus compte à quel point le foyer familial, le toit était important. On le sait tous. Mais il y a eu vraiment encore une prise de conscience, la nécessité vraiment d'être protégé par le toit. Et moi, j'ai eu beaucoup d'appels de mes clients, alors des gens qui avaient des enfants d'une vingtaine ou trentaine d'années, ou qui, eux, étaient à la retraite et qui se faisaient beaucoup de soucis pour l'après économique de leurs enfants. Et qui nous posaient des questions pour savoir comment les aider, comment donner un coup de pouce à ces enfants pour les aider à surmonter cette crise. Moi, je me souviens de cette maman dont le fils était restaurateur et l'autre intermittent du spectacle et qui était vraiment très soucieuse pour eux et qui a organisé une donation-partage à distance. Et ça a marché. Mais qui n'aurait été pas forcément prévu en amont s'il n'y avait pas eu cette situation si particulière. De même, j'ai eu beaucoup de mes clients qui sans s'angoisser, interrogés sur leur testament. On a refait les testaments, on a pesé, on a pris le temps de réfléchir. Et vous pensez justement que ça peut, vous parlez de donation là, mais pousser d'autres gens à réfléchir à leur stratégie patrimoniale dans leur ensemble? Pourquoi pas? Bien sûr, c'est un événement inédit, effectivement, ça peut pousser. Cela dit, c'est toujours le conseil du notaire. Veillez aussi à ne pas trop vous dominer. Il ne faut pas trop se précipiter à donner. Et puis, il faut aussi que ça soit mûrement réfléchi. Il faut savoir quels sont les souhaits de chacun. Dans une donation-partage, quand on distribue ses biens, c'est bien de discuter avec ses enfants pour voir leur goût et ne pas leur faire endosser sa propre histoire.
parce qu'il y a des gens, on le voit, c'est humain, qui aimeraient que les enfants conservent la maison de famille, conservent les biens de famille. Parfois, ce n'est pas l'histoire des enfants. Donc, il faut aussi discuter avec eux. Ça peut être lourd, une donation, ça peut être lourd, un héritage. On le voit, moi j'ai une cliente qui est charmante et qui est tiraillée parce qu'elle a reçu de ses parents des biens, mais qui coûtent extrêmement très cher à entretenir et qui ne valent pas sur le papier extrêmement cher. Donc c'est un crève-cœur parce qu'elle est tiraillée entre le poids économique et puis la dévotion filiale. Donc il faut aussi être vigilant sur ce qu'on veut pour ses enfants. Bon, et sur la question des divorces, on a vu les divorces exploser en Chine après le confinement. Est-ce qu'il va y avoir aussi en France une explosion du nombre de divorces et du coup du travail pour le notaire? Bah oui, mais enfin, il faut voir aussi qu'il y a peut-être des couples qui se sont resserrés, Laure, parce que comme dans notre société, on ne voit que ce qui ne va pas bien. Peut-être qu'il y a des couples, faut-il l'espérer, qui se sont remis. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore l'effet boomerang. Vous savez que maintenant, on peut divorcer par consentement mutuel et c'est un document qui est déposé au rang des minutes du notaire. Donc, pendant le confinement, comme il fallait que les gens soient tous réunis, bah ça s'est arrêté. Hein, et donc, on va avoir tous ces divorces qui n'ont pas pu se concrétiser entre le 12 mars et aujourd'hui. Oui, donc là, il va y avoir des opérations. Oui. Il y a aussi cette dimension de peur du lendemain, de prise de conscience de la fragilité de sa propre vie. On a des psychiatres qui parlaient sur BFM Business, qui disaient on est tous des victimes du coronavirus à des niveaux différents parce qu'on a peur pour sa propre vie à n'importe quel moment. Est-ce que ça fait réfléchir aux personnes les plus fragiles autour de soi et comment on peut réfléchir à une protection maintenant qu'on a les idées peut-être un peu plus posées, un peu plus claires pour les personnes fragiles autour de soi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on parle beaucoup d'égoïsme, pas seulement des Français, mais moi, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'initiatives. Moi, j'habite dans un immeuble à Paris et tout le monde se relayait, tout le monde s'appelait. Il y avait une de nos voisines qu'on aime beaucoup, à laquelle on demandait si elle avait besoin de quoi que ce soit. Il y a quand même eu des relais. Mais on n'en est pas à faire une donation pour son voisin, quand même. Non. Et puis, elle a peut-être passé pas de sous dont les gens ont besoin. Alors, c'est aussi souvent de parler, de rendre des services. Hein. Tout n'est pas en argent. Donc moi, je me suis aperçue que contrairement à ce qu'on a pu entendre, il y a eu quand même des mouvements de sympathie et d'intérêt pour ses voisins. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ses proches qu'on considère vulnérables, parents ou enfants? Déjà, est-ce que vulnérable, c'est un terme juridique? Oui, bien sûr. Alors politiquement correct, on dit plus vulnérable, on dit personne protégée. Vous voyez, effectivement, avant on disait vulnérable. On prend le terme à l'inverse. En terme, voilà, personne protégée. Moi, j'ai eu quand même beaucoup de gens qui m'ont appelé, mais c'est un mécanisme qui est mis en place en France depuis 2009, qui est connu dans la plupart des pays européens ou mondiaux, c'est le mandat de protection future. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui craint en fait, si elle n'avait plus ses facultés mentales ou physiques, d'être placée en fait sous la gouvernance, sous la tutelle d'une personne désignée par le juge. Alors c'est pas que c'est mauvais, mais c'est surtout anonyme et ça peut sembler désincarné. Donc j'ai eu beaucoup de demandes pour les mandats de protection future qui consistent à dire voilà, j'ai toute ma tête aujourd'hui. Oui, ça c'est soi-même. Si d'aventure, si d'aventure pour moi-même je n'avais plus ma tête, je veux que ce soit telle personne, c'est un contrat selon telle et telle modalité de contrat, telle modalité qui s'occupe de moi. Donc ça, effectivement, mais j'ai envie de dire, il faut penser... mais ça, c'est comme organiser sa succession, en fait. C'est un petit peu avant. C'est un petit peu avant, c'est organiser une dépendance future. Ça va être avec l'allongement de la durée de vie, etc. Ça va être des actes qui vont être amenés à se développer. Il y en a de plus en plus, mais la difficulté, souvent... mais est-ce que ça va dans le détail jusqu'à ne me mettez pas dans un EHPAD, faites ceci? Vous pouvez détailler? On détaille, on fait du sur-mesure. C'est pour ça que moi, j'aime bien recevoir les gens et on parle un peu avec eux pour voir leur goût. Puis après, je leur dis, écoutez, si, ça ne fait pas mourir, on n'est pas au roi semeur de Ionesco, mais si il vous arrivait quelque chose, comment vous souhaiteriez que ça se passe? Enfin, quelque chose. C'est un plan dépendance. C'est un plan dépendance. Donc moi, j'ai des gens qui me font tout mettre. Enfin, on essaye de réfléchir à tout. Juste, par exemple, au fait qu'on aimerait qu'un coiffeur puisse venir une fois par semaine. Parce que quelqu'un qui ne vous connaît pas ne saura pas que vous aimez...
c'est une question de dignité. Donc, on prévoit tout, des choses qui peuvent sembler les plus futiles, mais qui sont importantes pour les gens, aux plus importantes. Donc, parfois, on fait même une liste. J'aimerais que, quand on a plusieurs biens, tel bien soit d'abord vendu. Et puis, je voudrais rester le plus longtemps chez moi. Et puis, si on ne peut pas être maintenu à domicile, eh bien, je voudrais être dans tel EHPAD plutôt que tel autre. Bien sûr, ça peut être vraiment... Et d'ailleurs, ça facilite aussi le travail de la personne désignée. Parce que comme ça, c'est ça. C'est qu'une personne désignée. C'est au moment où on désigne quelqu'un sous le mandat de protection future qu'on va ouvrir l'espèce de... C'est pas un testament puisque la personne est vivante, mais l'espèce de volonté... Mais bien sûr, pour gérer sa propre personne et son patrimoine au cas où il lui arriverait quelque chose. Sous réserve de financement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une case, j'imagine, à un moment donné, si j'ai plus d'argent... mais on prévoit tout, bien sûr. C'est-à-dire que si on puise là-dedans et qu'il n'y en a plus, à un moment, qu'est-ce qu'on fera Mais on peut prévoir des gradations, on peut faire du sur-mesure. Donc ça, c'est pour la personne qui décide de son futur et pour ses enfants, potentiellement enfants handicapés, Ça, c'est le mandat de protection future pour autrui, effectivement. C'est-à-dire que là, qui nécessite un acte notarié, à la différence du mandat de protection future qui peut être fait sous seing privé, mais qui a moins de force qu'un mandat de protection future par acte authentique. Le mandat de protection future pour autrui, c'est effectivement des parents d'un enfant vulnérable qui disent, si on n'est plus à même de s'occuper de cet enfant, voilà, on veut que ce soit telle personne qui accepte selon telle et telle modalité. C'est possible, Laure, tout à fait. Et idem sur le logement, on peut s'organiser également ? Bien sûr, sauf que le logement étant considéré comme une pièce maîtresse de la vie, ce qu'on décidera devra quand même être validé par le juge de la protection, ce qu'on appelait autrefois le juge des tutelles. Et quand on est désigné comme personne tutelle pour s'occuper de quelqu'un, on peut refuser Alors, si c'est un contrat que vous avez signé, vous pouvez refuser, Laure, tant que le mandat ne s'est pas mis en place, c'est-à-dire tant que la personne n'a pas perdu ses moyens, vulgairement parlant. En revanche, si vous avez accepté, vous êtes obligé et que le mandat se met en place de par la vulnérabilité. Vous ne pouvez pas revenir dessus, mais si vous dites c'est trop lourd, je alors peux dans pas... ce cas-là, il faut saisir le juge et avoir des motifs particuliers. Mais vous pouvez refuser en amont, en disant je ne me sens pas capable. Mais c'est pour ça que c'est un acte grave. Moi, ça me rappelle un petit peu, toute proportion gardée, ces actes de caution, maintenant c'est beaucoup plus encadré, qu'on faisait le siècle dernier, dans les années 90, où on avait l'impression que c'était des actes d'amis qu'on faisait, que ça n'engageait pas. Au niveau de l'engagement, parfois, j'ai des souvenances de ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience, les gens qui acceptent cette mission, il faut comprendre que c'est vraiment un acte d'importance et qu'il s'agit de ne pas le faire à la légère. C'est vraiment un acte de confiance. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un lien familial ? Non. Non. Mais alors, justement, c'est au niveau de la sérénité de la famille. Moi, j'ai parfois des parents qui me disent « on voudrait que ça soit tel de mes enfants ». Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on l'élit, cet enfant. Mais dans l'esprit des autres enfants, ça peut signifier psychologiquement qu'on le préfère. Alors en cas de désaccord, il y en a quand même un qui va trancher. Mais voilà, c'est-à-dire que du coup, il faut expliquer pourquoi, pour pas que, si on le peut, si on n'est pas brouillé avec les autres, pour essayer que ça se mette en place le plus sereinement possible et surtout que le mandataire qui a accepté d'avoir ce poids, il ne soit pas la cible de toutes les critiques de ses frères et sœurs parce qu'ils seront là à surveiller et s'ils s'aperçoivent que quelque chose ne va pas et va au-deçà des volontés de leurs parents, ils peuvent saisir le juge des tutelles pour voir décharger le mandataire. Donc il faut vraiment... Moi alors, c'est surtout des demandes que j'ai lorsque les gens n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment très peur d'avoir personne pour s'occuper d'eux. Et dans le cas où il n'y a vraiment personne, où ce sont des personnes isolées, d'ailleurs avec de l'argent ou pas, le juge décide, il prend quelqu'un de l'extérieur, c'est une assistante sociale, qui est-ce qui prend le relais ? C'est ce qu'on appelle les mandataires judiciaires à la protection des personnes, c'est-à-dire effectivement des gens qui font partie d'associations curatelaires ou tutélaires qui sont désignés par le juge. Et qui ont un panel de gens, j'imagine, qui ont beaucoup de dossiers pour lesquels Voilà.